Salut Sarah, salut Martin. Salut. La dernière fois, on s'était vu pour parler des talibans. Aujourd'hui, on va parler de toute autre chose et ça va être un petit peu plus fou, un petit peu plus drôle. Et voilà, c'est parti. Tu regardes que ça. Là, on n'est plus sur du contenu tout public, en effet. Ce documentaire OnlyFans, il y a plein de scènes assez fortes et peut-être un peu amusantes. Comment vous appréhendez un tournage où potentiellement il y a une armoire avec des sextoys qui bougent, il y a des gens à poil devant vous, enfin voilà, il y a un peu toute cette ambiance OnlyFans, porno, machin. Il a dû se passer des choses, des petits moments où on se dit ok, comment on gère ce qui se passe devant nous, à la fois en tant que journaliste, toi qui est à l'image, et Sarah, toi qui est derrière la caméra à certains moments, quoi. Bah, c'est vrai que le charme et le porno, c'est pas vraiment notre domaine de prédilection d'habitude. On n'a pas trop l'habitude de filmer ce genre de sujet. En fait, on s'habitue assez vite parce qu'on est avec des gens dont c'est le boulot et des gens qui rendent ça normal, entre guillemets. C'en est presque désarmant. Enfin, le naturel est presque désarmant parfois parce que c'est vrai qu'il y a une simplicité pour eux, par exemple, à se dénuder où c'est de temps en temps pour Martin et moi, on était waouh, déjà, on y est. Oui, il y a eu un ou deux petits moments où voilà, tu réfléchis à quelque chose, tu relèves les yeux et tu fais oh waouh. Le plus important surtout pour nous, et notamment pour moi, c'était pas de les rendre, eux ou elles surtout, mal à l'aise. Je reste un garçon, c'est bizarre de répondre à une interview quand on est dénudé, mais voilà, ils m'ont très vite dit t'inquiète pas, nous on a l'habitude, c'est ce qu'on fait, donc après, le vrai truc compliqué pour Sarah, c'était comment est-ce qu'on va mettre en image 1h30 de documentaire où on parle de porno sans montrer de porno. Et je pense que dans ces tournages, celle qui a rendu mal à l'aise Martin, c'était moi. Non pas les persos, c'était clairement moi. Il faut savoir que je tourne beaucoup, je tourne trop, il me le dit depuis des années. Et que typiquement, quand on tourne chez Naoma, il est 9h du matin, on se retrouve dans un appartement de 9 mètres carrés. Elle doit donc prendre en photo sa poitrine. Et c'est vrai que pendant ce moment, là où Martin, spontanément, aurait eu le réflexe de se reculer, voire de sortir de la pièce, je lui dis non, faut que tu restes là. Donc c'est un moment qui peut sembler très long de se retrouver dans une petite pièce silencieuse avec cette jeune femme qui prend en photo sa poitrine et Martin qui, bon. Et c'est vrai que dans ce genre de moment, tu te poses plus la question de est-ce que je regarde, comment est-ce que je regarde, que si tu interviews, voilà, je sais pas. T'étais comment? T'as regardé le plafond longtemps, c'est ça un petit peu? C'est vrai qu'au début, on voit que j'ai le regard qui sait pas trop où se poser. Mais encore une fois, cette gêne qu'on a nous vis-à-vis de ça, les gens qu'on filme, eux ne l'ont pas. Et donc ils nous ont très mis à l'aise et rassuré notamment Naoma sur le fait que non, elle n'allait pas me prendre pour un énorme pervers si je lui posais des questions alors que sa poitrine était dénudée. Aussi, on a nous systématiquement arrêté de tourner au moment où les choses devenaient proprement sexuelles ou porno, pour une raison simple, c'est que de toutes les manières, c'est des images qu'on ne montre pas en télévision. Tout à fait. Donc quand les choses devenaient vraiment un peu plus hot, on partait. Moi après toi. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas assisté aux scènes de tournage pornographique à proprement parler. Ce qu'on avait déjà fait avec Sarah à Las Vegas pour un autre sujet, sur le porno en VR, où là, pour le coup, on avait assisté à l'ensemble du tournage, on n'avait pas été déçus. Là, ce coup-ci, pas besoin. Je pense que ce qu'on en a surtout retenu, c'est qu'on avait des vies sexuelles assez banales et un peu tristes. Parle pour toi. Pas de jugement, c'est pas. J'aimerais bien que vous racontiez un peu, genre, c'est quoi ce documentaire, ça parle de quoi, et surtout, qu'est-ce que vous avez voulu raconter avec ce documentaire OnlyFans? En fait, on s'est rendu compte que ces plateformes privées, c'était devenu un vrai phénomène de société. Il y a quelques chiffres qui nous ont hallucinés. Le patron de OnlyFans, il s'est versé 700 millions de dividendes dans sa poche l'année dernière. Aujourd'hui, sur la principale de ces plateformes OnlyFans, il y a 4 à 5 millions de créateurs et presque un demi-milliard de consommateurs. Et donc on s'est dit, ok, c'est quoi cet univers et qui sont les gens qu'on va découvrir là-dedans? Les personnes qu'on voit le plus, ce sont les stars. Celles qui effectivement vont gagner des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire parfois 1 million d'euros par mois sur ces plateformes.
Et en fait, c'est un prisme déformant parce que des stars comme ça, il en existe évidemment, mais l'écrasante majorité des personnes qui produisent du contenu sur ces plateformes ne touchent pas du tout ces sommes-là. Je crois que le salaire médian, c'est 150 $. 150, 180 $ salaire médian, voilà. Et ça représente la grosse majorité. Il faut se dire qu'il y a seulement 1%, c'est absolument rien du tout. Il y a seulement 1% des personnes présentes, des créateurs de contenu sur les plateformes qui gagnent une moyenne de 6 000 $ par mois et 0,1% qui gagnent plus de 100 000 $ par mois. Ce qui fonctionne, c'est quand tu as une communauté avant d'aller sur ces plateformes, parce que forcément, tu vas drainer plus de personnes automatiquement qui vont te suivre parce qu'elles te connaissent. Et un très bon exemple, c'est Calamité. Calamité est extrêmement présente sur toutes les autres plateformes, à savoir Instagram, X, TikTok. Et sur ces plateformes, elle fait du contenu d'influenceuse classique. C'est-à-dire qu'elle va se filmer en train de faire du roller, elle va se filmer en train de manger, elle va se filmer avec son copain. Et c'est cette communauté qu'elle génère et qui la suit en tant qu'influenceuse classique qui va ensuite la suivre sur Mime ou sur OnlyFans. C'est intéressant, du coup, ça, dans la scène qu'on voit dans le documentaire où vous vous rendez chez elle, il y a une forme pas de naïveté, mais un peu d'innocence. Enfin, on ne s'attend pas du tout à ça. Elle est hyper à l'aise, on a l'impression d'une influenceuse un petit peu, on va dire, classique. Du coup là, le canapé à orgie acheté spécifiquement pour ça. Alors, 170 mètres carrés, où vie personnelle et professionnelle se chevauchent. Il y a 2 salles de bain, ce qui pour les acteurs, faut bien qu'ils se lavent, tu vois, faut qu'on se prépare quand on est 5 à devoir se laver en même temps, c'est compliqué. Du coup, faut que je prenne ma lingerie. Oh waouh! Et mes affaires. C'est sacré collègue ça. C'est tout mon attirail. C'est marrant parce que quand tu bouges l'armoire, ça bouge tout. Harry. Mais attends, je peux me permettre? Oui, tu peux te permettre, ils sont propres. Parfois, ils sont poussiéreux. Genre lui, il est très poussiéreux parce qu'il est un peu gluant. Mais ça, c'est... Ça, c'est gluant. Bah oui, mais surtout... Il est très poussiéreux. Tous les lubrifiants, des lubrifiants effet sperme, des lubrifiants anesthésiants. Ça, c'est toutes mes ceintures. Je sais pas si tu vois un peu le délire. Non. C'est pour mettre un jouet là-dedans. D'accord. Et mettre là ensuite. Ah! Ça y est, tu l'as. Ouais. J'en ai vraiment plein. Là, j'ai plein de trucs. J'ai tout ce que tu veux. C'est le local matos en gros. Ouais, c'est ça. J'ai une petite tapette. Ah. Si tu travailles mal. Pour aujourd'hui, rien d'extravagant. Est-ce que tu peux m'amener le God Realist? C'est celui-là? S'il te plaît. Précisément celui-ci. Ok. Alors, coucou toi. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo pour mes plus grands fans. Et je sais que mon plus grand fan, c'est toi. La créatrice d'OnlyFans enregistre ce qu'on appelle un jerk-off instructions, une sorte de guide de la masturbation pour l'ensemble de ses abonnés. Imagine-moi passer mes mains, sentir cette bosse, me dire qu'elle est pour moi, me dire qu'elle est grâce à moi. Elle voit ça comme une forme d'indépendance, d'être allée sur OnlyFans un petit peu ou pas du tout? Ouais. Elle travaillait dans l'industrie du porno avant, l'industrie on va dire classique. Elle avait d'ailleurs pas du tout que des bonnes expériences et elle s'est dit que grâce à ces plateformes privées, ça allait être un moyen pour elle de récupérer le pouvoir. Et donc aujourd'hui, elle est entourée d'une équipe exclusivement féminine, elle ne tourne que des contenus avec lesquels elle est OK, personne ne lui impose rien et donc elle voit vraiment ça comme une forme d'empowerment de la part d'une actrice porno. Aujourd'hui, c'est moi-même qui gère ma carrière, qui gère les scènes, etc. Et c'est ce que beaucoup de créateurs de contenu qui sont dans le porno de base nous ont dit, c'est qu'il y a vraiment une réappropriation, une reprise du pouvoir. On n'est plus seulement acteur porno, on est aussi réalisateur, producteur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes filles qui peuvent voir ce reportage, voir votre contenu et se dire « c'est génial, je vais faire pareil ». Surtout pas, il faut pas faire ça. Faut avoir conscience que tu gagneras sûrement pas ta vie. Le salaire moyen, c'est 100 € par mois. Tu fais pas un salaire avec ça. Tu peux perdre toute ta famille, tous tes proches. Tu peux plus retourner dans un vrai travail. Je sais que je pourrais pas faire autre chose après, quoi. Parce que n'importe quelle boîte voudra pas employer quelqu'un en mode désolé, mais on t'a vu ailleurs. Imagine, les clients, ils se rendent compte que t'as été actrice et tout. Donc t'es marqué à jamais. En fait, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Il y a beaucoup de positifs chez moi parce que j'ai eu de la chance de percer. Et je suis pas sûre que tu as envie de miser tout ton avenir sur un truc où il y a autant de chances en jeu. Est-ce que dans votre documentaire, vous avez rencontré des gens justement qui ont fait face un peu à cette réponse de la société, qui ont un peu sous-estimé d'une certaine manière les conséquences d'avoir une telle activité? Tu peux perdre des amis, tu peux perdre la famille. C'est ce qui se passe dans le cadre de Jennifer et Kevin, le couple que nous suivons. Elle, sa sœur, ne lui parle plus.
Votre famille, vos proches, comment ils ont pris ça? Je sais qu'il y a des amis d'enfance du côté de Kevin, du coup c'est plus trop des amis vis-à-vis de ça. Mais bon, moi perso je trouve qu'il nous apportait pas grand chose dans nos vies, donc pour moi personnellement c'est pas une grande perte. Et juste je ne parle plus à ma sœur par rapport à cette activité-là. Mais bon, cette activité me rend heureuse, donc à partir de là, je pars du principe que si je suis heureuse, normalement les gens qui m'aiment sont censés être heureux que je sois heureuse. Donc je préfère couper les ponts avec une personne, même si elle est de ma famille, plutôt que d'arrêter une activité qui me plaît. Dans le documentaire, toutes les personnes qu'on a interviewées le vivent bien. C'est des personnes qui, entre guillemets, ont réussi. C'est des personnes qui sont suffisamment solides ou suffisamment entourées pour avoir anticipé les retours qu'il pouvait y avoir. Par contre, et je trouve ça très intéressant, tous nous alertent là-dessus. Tous nous disent, oui, nous ça s'est bien passé, on est à l'aise avec ça, mais encore une fois, c'est vraiment pas quelque chose de neutre. Il ne faut pas penser que se lancer dans cette activité-là, ça ne va pas créer potentiellement autour de vous beaucoup de remous, au boulot, dans la famille, etc. Il y a cette scène dans le documentaire où toi, Martin, tu essayes de devenir chatter. Et cette scène, elle est hyper intéressante et elle fait un peu froid dans le dos parce que c'est un peu, je trouve, en tout cas de ma perception, une vraiment plongée dans l'arrière-boutique de ce milieu-là. Les chatters, c'est l'arme secrète des managers. Des petites mains payées pour répondre aux demandes privées à la place des créatrices. Sur Telegram, les offres d'emploi se comptent par dizaines. Nous avons décidé de candidater. Avant notre prise de poste, le manager nous appelle. Salut. Salut. Ça va la forme? Donc en gros, pour briefer sur les modèles, pas compliqué, l'âge c'est 22 pour Lucie. Et dans le code du chatter, une seule règle d'or. Mais pour ça, c'est déjà faire répondre au mec. Il faut le déboîter de messages. Hurler son prénom, des émojis qui pleurent, vous pouvez craquer complet quoi. Il faut essayer de tordre le mec quoi. Le but, chaque client doit se sentir unique. Les mecs sont pas forcément là pour voir laisser un cul, tu vois, sur n'importe quel site internet, tu trouves à peu près ce que tu veux. Ils sont là, la plupart pour la relation. Ouais, pour discuter avec la modèle. Ouais. Enfin, avec nous, du coup. Ouais, vous pour le coup. Parce qu'ils veulent que de l'attention. Ils voient personne dans leur vie, de toute façon, donc on leur écrit, ils sont contents. C'est triste, ouais, c'est comme ça. C'est des mecs qui se sentent seuls, quoi. Très. Qu'est-ce que tu retiens un peu des discussions que tu as eues avec ces coachs qui essaient de t'expliquer comment manipuler les personnes à qui tu vas parler? Enfin, il y a tout un truc un peu psychologique derrière qui est assez fou. Ce qu'on a trouvé, nous, très intéressant, c'est que la promesse initiale d'OnlyFans, du point de vue du consommateur, c'est vous allez payer des sous pour recevoir des messages, pour recevoir ce qu'ils appellent des médias, donc des vidéos personnalisées. Et vous allez avoir un contact privilégié avec le créateur ou la créatrice. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que cette promesse, elle n'existe quasiment pas parce qu'il y a tout un écosystème qui s'est créé autour de ça. Cet écosystème, c'est ce qu'on appelle les OnlyFans Managers. Le profil, c'est souvent des jeunes hommes, certains qui ont bossé avant dans la crypto-monnaie. Il y a ces garçons qui sont là derrière et qui gèrent en fait les filles. Ça évoque évidemment beaucoup de choses, on parle d'ailleurs avec eux. Est-ce qu'on peut qualifier ça de proxénétisme ou non? Non, parce qu'il n'y a pas de relation physique, donc la loi française pour l'instant n'en est pas là. Ce qui était dingue, c'est de se rendre compte que ça fonctionne comme des centrales. Le but, c'est de faire cracher le client. Le truc assez fou dans la scène, c'est les questions scriptées en fait. Les réponses, qui sont scriptées. Oui. Où moi, quand j'ai vu le truc, je pensais que tu allais avoir un peu la main mise, répondre des trucs. En fait, pas du tout. Tu choisis, et ça, c'est assez dingue. Ah, attends, donc là, ça y est, j'y suis. Donc là, il faut que je réponde au mec. Il y a déjà 2 messages. Le chatter d'avant a dit « Raconte-moi, tu vas faire quoi de ton week-end ?» Et lui, il a répondu « Je sais pas encore, et toi ?» Et pour répondre, rien de plus simple. Ce qui est hallucinant, en fait, c'est que toutes les réponses sont scriptées. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller dans le logiciel, en gros faire un copier-coller, et tout est déjà écrit. Alors, les exemples de phrases. Ah oui, je vois que ma tenue légère t'a fait beaucoup d'effets. Smiley aubergine. C'est très organisé, c'est très structuré, et ils sont pas là pour rigoler. C'est vrai que vu la matière, ça peut sembler déroutant. Ce qui était intéressant pour nous, c'est de montrer qu'en fait, il y a tout un écosystème derrière, dont le but est de gagner un maximum d'argent, parfois en pillant le client, en l'obligeant à aller toujours plus loin, et c'est vertigineux. L'autre chose qui nous a marqué, c'est qu'en fait, en étant chatter pour une créatrice, on a accès à tous ses contenus. C'est-à-dire que j'avais devant moi, voilà, toutes les vidéos, tout le porno que cette jeune femme pouvait faire. Donc là, ça y est, on est lâché tout seul sur le compte de la modèle, et on a accès absolument à tout.
J'ai accès à tous les médias. Donc les médias, c'est les contenus qui sont proposés à la vente. C'est une gigantesque banque de données. Pour vous donner une idée, pour cette modèle, il y a plus de 600 photos, presque 200 vidéos et presque 500 vocaux. Rien n'est flouté, donc ça veut dire que tous les chatteurs comme moi aujourd'hui ont accès absolument à tout le contenu de cette jeune femme. Si tu veux, tu peux en faire... C'est ça le problème, c'est que tu as accès, si tu as envie de tout screenshotter, de télécharger, d'en faire ce que tu veux et disparaître. Et c'est pour ça que sur Internet, il y a énormément de ce qu'on appelle des leaks. Et nous, on a eu lors de l'enquête au téléphone des jeunes femmes qui avaient été victimes de ça. C'est-à-dire qui avaient fait confiance à des managers pour les aider dans leur création de contenu et qui ont retrouvé leurs vidéos porno qui étaient censées être privées, diffusées sur Internet, accessibles à la vue de tous. Et ça, des histoires comme ça, il y en a plein. On a aussi discuté avec des créatrices dont les managers avaient carrément pillé les identifiants. Donc elles pouvaient même plus se connecter à la plateforme. D'autres qui avaient mis leur RIB et pas celui de la créatrice à la place, donc qui prenaient 100% des revenus et qui disparaissent comme ça. Et la découverte la plus sinistre qu'on a faite, c'est qu'il y a des marketplaces où ces OnlyFans managers se revendent les femmes, vraiment. Comme du bétail. Exactement, comme du bétail, comme une vache ou un cheval de course. Et les créatrices ne sont même pas au courant. On voit sur l'interface la photo de la femme, son prix, quelle langue elle parle, quel téléphone elle utilise, ce qu'elle accepte de faire, si elle donne accès à ses comptes ou pas. C'est vraiment une fiche technique, oui. Et donc on a des hommes qui se revendent sur des boucles Telegram des femmes. Sans qu'elles l'apprennent. Non. Il y en a parfois qui sont même pas au courant. Et en parcourant les annonces, surprise. Attends, mais c'est Naoma. Naoma, la jeune comédienne que nous avions rencontrée à Paris. Elle aurait été vendue en 2023 pour 1 500 $. Je pense pas qu'elle soit au courant. On est tombé sur ce profil. Vous. Donc il y a des photos qui sont sur votre profil. Ça explique que vous pouvez bosser jusqu'à 5 heures par jour. Vous avez 8 sur 10 en English Skills, votre maîtrise de l'anglais. Ça explique que vous avez été vendu pour 1 500 $. Non. Ah ouais, mais à qui? C'est pas à qui? D'un agent à un autre. Ce qui se passe en général, c'est que l'agent va trouver que la créatrice de contenu dont il s'occupe ne génère pas assez d'argent, ne lui rapporte pas assez d'argent, donc il veut s'en délester. Lui, ce qu'il dira à la créatrice de contenu, c'est « j'ai pas le temps, je te mets en contact avec quelqu'un qui travaille avec moi ». Donc elle a l'impression de travailler pour la même personne. Finalement, pour elle, c'est simplement son interlocuteur qui change. Sauf qu'en fait, non, elle a été revendue. Évidemment qu'elle ne gagne absolument aucun argent là-dessus. Pas un centime qui est reversé. Et ce qui est hallucinant, ce qui vraiment, moi, m'a marqué pendant l'enquête, c'est le prix. Enfin, le prix d'une personne. C'est-à-dire qu'on est tombé sur des profils de jeunes femmes qui étaient vendues 200 $. On revend une jeune femme 200 $. Une jeune femme et l'entièreté de son intimité.